communication avec Brigitte Thierillon. Brigitte Thierillon est maîtresse de conférences à la Sorbonne Nouvelle, où elle enseigne la littérature et la civilisation brésilienne au sein du département d'études hispaniques et latino-américaines. Elle est membre du CREPAL et membre associée de l'ERIMIT à Rennes 2. Ses recherches sont liées aux représentations de l'espace américain, l'Amazonie en particulier, dans les récits de voyage et les fictions. Sa thèse sur l'écrivain amazonien Márcio Souza analyse les relations entre histoire et fiction et les représentations du territoire amazonien. Elle s'attache aujourd'hui à l'émergence des littératures autochtones au Brésil et au Québec. Le projet Amérindianité, Histoire, Conditions et Devenir des peuples amérindiens et autochtones dans les Amériques analyse certaines des formes par lesquelles les peuples autochtones revendiquent leur place dans le monde contemporain. Elle a proposé diverses expositions sur le patrimoine matériel et immatériel dans ce cadre et participe à des expérimentations de muséologie participative au sein du projet COLAM PALOC IRD. Elle développe également sa recherche en direction des femmes autochtones au Brésil et leur activisme dans l'art, la littérature et la politique. Elle est membre du Séminaire international des mondes indigènes, COIMI, associant des chercheurs des universités de Campina Grande au Brésil, Pablo Olavide en Espagne et de l'université Nova de Lisboa. Aujourd'hui, Brigitte Thierillon va nous présenter une communication sur le thème de la re-anthropophagie, regard croisé sur la présence indigène dans l'art brésilien et les institutions muséologiques. Je te laisse la parole. Merci Pauline. Merci beaucoup à toutes les deux de m'avoir invitée. C'est un plaisir d'être à Rennes à nouveau, Rennes que j'ai beaucoup fréquentée par le passé. Et j'ai une pensée aussi pour Rita qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui m'a beaucoup apporté toujours. Voilà, de manière très bienveillante. Je vais vous parler essentiellement aujourd'hui de deux acteurs majeurs et un troisième acteur qui surviendra, mais dont je vous parlerai ensuite. Voilà, je vais vous parler d'une... Est-ce que ça passe? Ah non, c'est pas cet appareil. Voilà, oui, donc il faut que je... Voilà, je suis paramétrée comme Pavlov, comme le chien de Pavlov. J'appuie sur le premier bouton venu, mais ce n'est pas mon ordinateur. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Denilson Baniwa, qui a présenté cette œuvre au cours d'une exposition qui s'est appelée Réanthropophagie. Donc, Réanthropophagie, un tableau présenté lors de cette exposition homonyme dont il a été l'organisateur, enfin le co-organisateur, et il est accompagné d'un poème dont j'ai repris quelques vers qui me paraissent significatifs et que j'ai traduits puisque nous avions parmi nous des gens qui ne parlent pas le portugais. Donc, si j'ai le simulacre de Macunaíma et gise avec lui, l'idée du peuple brésilien et l'anthropophagie assaisonnée de Bordeaux et de Pax Mongolica, que de cette longue digestion renaissent Macunaími et l'anthropophagie originaire qui nous appartient à nous, indigènes. Donc je pense que le cadre est posé ici. Il s'agit donc d'une résurgence et d'une réaffirmation identitaire. Il pourrait même s'agir d'un manifeste, un contre-manifeste, donc, qui est l'expression à la fois de Denilson Baniwa, mais pas que, puisqu'il s'agit d'un ensemble d'artistes qui contestent la version de l'histoire et souhaitent en refaire le récit, en incluant les indigènes qui en furent écartés, alors même que leurs cultures furent largement exploitées sans leur consentement préalable. Par le détournement ironique et la subversion, donc, Denilson Baniwa s'empare d'images iconiques pour leur donner un autre sens qui valorise cette fois les cultures des peuples originaires. Voici donc Denilson qui affirme haut et fort son identité. Là, il s'agissait d'une exposition au Getty Museum. Donc,
il s'agit aussi de toute une trajectoire qui va à la fois porter cette contestation dans le Brésil, à travers le Brésil, mais aussi hors les frontières du Brésil. Je parle portugais, je comprends bien les codes des colonisateurs, je suis le résultat d'un processus de colonisation. Cette phrase est très importante puisque pour pouvoir dialoguer avec la société colonisatrice ou ex-colonisatrice, eh bien, il faut en connaître les codes. Et ces codes, on les apprend où? On les apprend à l'université, on les apprend à l'école. Voilà, donc ça, c'est très important et ça nous dit beaucoup du Brésil aujourd'hui et des mouvements de résistance des peuples indigènes qui envahissent l'université et qui font aussi que l'université est un lieu d'échange, de créativité et de contestation, université que nous avons peut-être perdue ici. Voilà, c'était une petite aparté. Donc, il s'agira de connaître ces codes, d'imposer un dialogue critique sur le colonisé, dans l'espoir de pouvoir rétablir l'équilibre. Denilson affirme donc sa posture, il met ses connaissances au service d'un art engagé, qui aborde la question de la colonisation et des questions sociales, aussi bien qu'existentielles, des peuples indigènes. Pour cela, il reprend des éléments culturels. Ici, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, il s'agit donc d'une légende, la légende de la femme qui vit dans la profondeur des eaux. Cette entité enseignait le chant aux femmes qui, en compensation, devaient lui livrer leur mari pour qu'elles s'en nourrissent ensuite. Donc, Denilson reprend l'image du rituel anthropophage sous des traits féminins, cette fois, ce qui n'est pas non plus sans importance. Donc, dans une représentation qui revêt une connotation sexuelle, mais je pense qu'à travers notre journée, nous avons montré toutes les communications ont mis l'accent sur cette dimension sexuelle qui est aussi une notion de dévoration et de jouissance. Voilà, donc de réappropriation de soi. Donc, elle dialogue avec les scènes mises en avant dans les gravures de Théodore de Brie, qui illustrent les écrits de Hans Staden, ainsi que Jean de Léry, ou ces images donc qui ont façonné nos représentations des peuples des Amériques. Voici une nouvelle représentation qui est tirée d'une exposition qui s'appelait Necro-Brasilianas. Et là, on reconnaît très bien l'inspiration de Achille Mbembe, donc à travers cette nécropolitique qu'il a dénoncée et dont il a inventé le concept. Donc, c'est pour qualifier ce travail auquel ont participé donc Denilson Paniwa, mais aussi son compagnon de route artistique qui était Jaider Esbel, ainsi que d'autres artistes, mais ce sont peut-être les deux figures les plus importantes, avec Dayara Tucano également, qui est sur le devant de la scène actuellement. Donc, il se base sur des documents historiques datant du XVIe siècle et qui véhiculent des images négatives chargées de préjugés sur les peuples qualifiés de sauvages et cannibales. Denilson y ajoute des inscriptions qu'il appelle ses ratures, donc ce sont des images rasuradas, donc avec à l'encre de Chine, et qui détournent le sens et dénoncent le génocide ou l'épistémicide. Ici, la cible de la critique est la religion de colonisateurs et ses déviances morales. Il se sert pour cela d'un recueil de gravures présenté dans le livre Grandes Expedições à Amazônia Brasileira, qui compose le corpus de ce que l'on a appelé les brasilianas, c'est-à-dire tous les textes qui ont servi à construire ces représentations du Brésil et des peuples amérindiens. Donc, en effet, on peut dire que le peuple baniwa n'a pas été épargné et a particulièrement souffert du contact avec les missionnaires. Donc, et cette inversion ironique qui présente, je ne sais pas si vous voyez les détails, mais ils sont quand même assez croustillants aussi, donc, puisqu'il y a une part de dérision, d'ironie et d'irrévérence. Donc, ces images sont tout de même très
très significative. Il faut dire que Denis Sombaniwa a lui-même souffert directement de cette emprise de la religion catholique, puisqu'il a été placé très jeune, déplacé, je dirais presque, hein, dans un internat où il a subi donc cette éducation religieuse dont on connaît les conséquences non seulement à travers le Brésil, mais aussi au Canada, par exemple, pour les peuples autochtones, ou bien dans des régions éloignées de la Russie. Hein, les mêmes causes ont les mêmes effets. Donc ici, il s'agit de diaboliser hein, le prêtre, hein, cette fois comme un esprit de revanche qui est une image, enfin cette idée de revanche ou de vengeance qui est contenue aussi dans le rituel anthropophage. Ici, je vous ai mis une autre image qui me paraît très significative d'une recherche qui tient de l'archéologie du savoir et qui a pour objet de révéler la présence indigène avant la colonisation. En effet, cette carte donc a une valeur pédagogique. Elle nous montre un espace géographique, mais cet espace géographique se transforme en espace colonisé lorsque l'on s'aperçoit que c'est le cours d'un fleuve qui a été entièrement colonisé et qui permettait donc l'accès à ces territoires, et puis aussi la récupération de cet espace par l'image, le dessin fait par Denilson qui représente une rame avec les graphismes, l'écriture des peuples amérindiens supposés ne pas avoir d'écriture, ne pas avoir de culture, ne pas avoir de foi. Hein, voilà, donc nous nous trouvons devant cette réaffirmation identitaire à nouveau ici. Donc, la spiritualité est une spiritualité forte hein, par le biais de la présence du paget qui est ici suggéré aussi, et par cette confrontation entre une connaissance scientifique d'une part, hein, à travers la carte, et puis la connaissance spirituelle qui est celle du paget, hein, qui est une autre forme de connaissance qu'il tente de valoriser. Ici, une nouvelle exposition qui a été l'exposition chronologiquement, c'est celle qui est la première pour Denis Sombaniwa. Elle s'intitule donc Jagataporan et elle a été la première exposition dont le commissariat était un commissariat amérindien. Donc, Sandra Benitez, donc, qui était donc curatrice de cette exposition au musée d'art de Rio, donc, avait pour objectif de montrer l'histoire de Rio hein, comme une histoire indigène. Donc, contrecarrer ce récit dominant pour faire réapparaître le récit des peuples colonisés. Et là, nous avons cette représentation qui est intéressante à divers titres, hein, puisqu'elle nous parle du perspectivisme, hein, on parle à cet animal qui n'est pas un animal mais qui est aussi une entité, donc c'est intéressant à ce niveau-là. Et Denis Sombaniwa, qui n'avait pas la prétention d'être un artiste, qui avait simplement migré vers Rio comme une forme d'exil, hein, je pense que ça c'est très important par rapport à sa propre histoire, donc a vu là le moyen de s'exprimer, de trouver sa place hein, et d'exprimer ce type, à travers ce type de provocation. Voilà. Alors, des provocations, il est passé maître en l'art de provoquer. Hein. Ici, on le voit à la Biennale, où il s'est transformé en hacker. En fait, c'est dans sa formation même, il a fait des études de communication, des études aussi de technologie informatique. Donc, pour lui, c'est un langage un peu naturel. Hein, voilà. Donc, hacker cette biennale a été pour lui un acte qui s'est présenté comme une forme d'évidence. Hein. Voyant que, en faisant une promenade dans l'exposition et voyant que les indigènes étaient partout représentés, mais nullement invités à présenter leurs propres œuvres, il a jugé bon d'exprimer son indignation et il l'a fait dans une performance dont j'ai mis simplement une capture d'écran, mais ça donne lieu, il y a une vidéo que vous pourriez voir sur Internet. Voilà ce qu'il dit, brève histoire de l'art, si brève, puisqu'il s'est emparé dans le magasin du musée, il s'est emparé d'une
d'une histoire de l'art, hein, de l'histoire écrite par Susie Hodge. La pauvre n'y est pour rien, elle n'avait pas prémédité qu'elle aurait ce sort, que ce sort serait celui de son ouvrage. Ça aurait pu, il le dit lui-même, ce n'était pas une intention précise sur cet ouvrage, c'est simplement le symbole. Hein. Donc il travaille avec les symboles. Et il prend le livre, le déchire et s'exclame: brève histoire de l'art, si brève, mais si brève que je ne vois pas l'art indigène, si brève qu'il n'y a pas d'Indiens dans cette histoire de l'art, mais je vois des Indiens dans les références. Je vois des Indiens et leur culture pillée. Brève histoire de l'art, hein. Vol, vol, vol. Donc, c'est cela la quête de Denis Ombaniwa et du collectif auquel il appartenait aussi. C'est donc la dénonciation d'une situation inadmissible d'invisibilité au niveau de l'art, de l'histoire de l'art et de la place qui leur est réservée dans la société, qui est toujours une place subalterne, n'est-ce pas? Donc, comme il le dit lui-même de manière très réaliste, hein, cela était un suicide artistique. Mais en fait, non, pas du tout. Il décrochera aussitôt après le prix Pipa, qui est le prix, le plus grand prix d'art contemporain au Brésil. Et là, cette biennale a été très marquante puisque assumer une posture de résistance, c'est aussi un acte fort, un acte auquel il est difficile de résister soi-même, un acte qui peut être un acte sacrificiel. Et nous voyons là l'hommage rendu à Jay Deresbel, puisque avant la fin de cette biennale, il a donc mis fin à ses jours. Et Denilson a écrit une lettre à ce propos, dans lequel je retiens des mots, par exemple, hein, qui sont très, très durs à lire, hein, mais Denilson revendique cette dureté. Hein. C'est une lutte, c'est un combat, c'est une guerre hein, aussi. Donc, pour ne pas faillir sur notre route ou vis-à-vis de nos parents indigènes, hein, la faim insatiable de ceux qui voient en nous une nouveauté appétissante sur le marché, tout ce qui constitue un succès notable et le summum d'une carrière est en réalité un mur qui nous encercle et nous prive de ce que nous avons de plus important, une vie saine. Effectivement, c'est une forme de sacrifice hein, qu'il faut accomplir pour arriver à ce niveau-là. Il s'est d'ailleurs retiré quelque temps pour essayer d'éviter cette pression médiatique et le fait d'être devenu un objet tout à coup, hein, un objet. Voilà. Donc, cela nous pose la question aussi de ce succès soudain qui pourrait être un piège, en fait, hein, ou un effet de mode. Voilà, donc ici, vous avez un autre tableau qui est un monde. Je suis en retard? Ah, pardon. Donc, A Brave World, donc un monde admirable. Donc, ici, à nouveau, la mythologie est convoquée et offre un champ de réflexion et un contrepoint à l'imaginaire européen qui est fondé sur la morale, inculqué par la contrainte, donc par l'Église catholique. Et ici, la liberté des mœurs, hein, qui est célébrée à travers le festin anthropophage, puisque ils mangent donc des tripes. On parlait à midi des bas morceaux. Voilà, donc vous avez ici un exemple. La raie aussi, qui est à la fois, qui s'auto-féconde à la fois, donc, et la sœur qui reçoit un instrument de masturbation sont aussi des images qui sont hautement irrévérencieuses. Vous pourrez remarquer aussi qu'il insère des mots de sa propre langue et cette dimension linguistique dont nous avons aussi parlé ce matin est une dimension cruciale puisque ces peuples ayant été privés de leurs imaginaires, donc ont été aussi privés de leur langue et ont dû adopter la langue du colonisateur, donc se trouvent dans une position dont nous parlait Jobim ce matin. Hein, voilà. Ici, une autre image très croustillante pour nous. Hein. Donc, vous goûterez, je pense, à voir vos sourires, vous goûtez l'humour décapant de
de Denis Ombaniwa, c'est donc la traditionnelle poupée Karaja, hein, qui est un symbole identitaire aussi, hein, le résultat d'un savoir-faire traditionnel, qui est ici revisité en Barbie, hein, mais une Barbie qui n'est pas une Barbie qui conviendrait à nos enfants, on l'en censurerait peut-être, puisqu'elle est aussi une Barbie sexualisée. Et elle porte les traces aussi du monde moderne, puisqu'elle a un magnifique ordinateur sur les genoux, donc rose, hein, pour être dans les tons. Donc, il y a donc ici aussi une connotation qui définit et dénonce la situation des jeunes femmes autochtones qui sont souvent victimes, hein, de violences dans leur communauté et qui sont aussi l'objet d'exploitation sexuelle. Donc, comme nous l'avons vu à travers les dénonciations, par exemple, Yanomami, il n'y a pas si longtemps. Donc, nous pouvons dire que, à travers ces divers exemples que je vous ai montrés, eh bien, on voit le mouvement anthropophagique, hein, qui consiste à se réapproprier certains symboles. Ici, de, il travaille l'idée de collectionnisme dans les musées à travers ces trois vases qui sont présentés et qui ont été présentés dans l'exposition Moke Kajimari, dans une exposition dont le titre est directement inspiré du livre écrit par Beth Yiminlin et qui reprend les contes Paiter Surui. Donc, comme vous pouvez le voir, les Karajas, les Paiter Surui, donc il n'y a pas de frontière. Denis Ombaniwa agit aussi pour le collectif des peuples indigènes. Ce n'est pas au nom de sa seule culture Baniwa. Ici, malheureusement, ces peaux ne représentent plus grand-chose puisque ils sont dessus, il y a le Guarana Antarctica, donc ils sont donc réappropriés, détournés de leur sens premier par l'industrie de la consommation. Voilà. Donc, c'est aussi une dénonciation du pillage de ces cultures. Ici, nous nous trouvons donc à nouveau dans une des compositions qui sont très caractéristiques de son travail, avec des systèmes de collage, hein, des images anciennes, la caravelle, hein, pour signifier la pêche. Donc, vous avez le pêcheur très fragile, dessiné au crayon, qui est le pêcheur traditionnel, et puis la caravelle qui arrive avec son gros tonnage, etc., pour créer justement ce dialogue. Bien entendu, en voyant ce genre d'image, on se doute de l'issue de ce contact qui n'a rien eu de pacifique. Hein. Ici, dans ce tableau, l'artiste parle de la confrontation et des influences des cultures et des langages qui incluent donc la culture télévisuelle, hein, puisque ici, nous avons le personnage de Godzilla qui vient faire donc une incursion parmi les symboles culturels du monde Baniwa qui sont toujours flottants dans l'espace et dans l'air, comme cette culture dont il parlait au début, qui est une culture immatérielle. Donc, mais omniprésente. Et nous voyons toujours des citations de ces ouvrages à travers des planches qui sont présentées sur le tableau. Et puis, cette occupation de l'espace chez Denis Ombaniwa est aussi figurée à travers la présence d'un animal emblématique, animal homme, qui est le paget once, qui envahit le territoire. Donc, j'aurais pu vous mettre plusieurs représentations de ce paget once qu'il affiche partout, à tel point qu'il s'agit ici d'une réminiscence, bien sûr, hein, de la littérature de Cordero à travers d'ailleurs, ça a été exposé à Caruaru, hein, même. Mais ce sont des invasions de l'espace grâce à des stickers, hein, ou bien des grandes fresques qui peuplent la ville et qui rappellent sans cesse donc cette présence cachée et donc cette nécessité de rechercher dans les sous-couches de la ville ou de l'espace pour retrouver la présence des indigènes. Le Pagéon, ça est bien sûr Paget, hein, donc un être spirituel. Hein, voilà. Ici, je vous ai mis cette
allusion à l'émission Meku Kraja, qui a aussi, enfin, qui est le cycle des savoirs, qui a été créé en 2016 avec le concours de l'Itaú Cultura par Daniel Munduruku, qui a repris en 2022 le concept de réanthropophagie donc de Denilson. En créant le néologisme, le verbe réanthropophagiser, hein, je vous défie de le prononcer correctement, je m'y suis entraînée plusieurs fois hier soir, qui signifie aussi une entrée dans l'action, c'est-à-dire nous ne sommes plus dans une attitude passive, mais dans une attitude dynamique. Et cette fois, le mouvement se fait des périphéries vers le centre, hein, dans un renversement qui redonne du sens aux cultures traditionnelles et lutte contre la perte de mémoire. C'est une forme de prise de possession immatérielle du territoire, l'affirmation d'une présence physique. A gente somos, hein, le sous-titre. Il s'agit d'une mobilisation et d'un acte de résistance culturelle. J'ai repris l'image très emblématique de cet ouvrage de Ailton Krenak, hein, qui est aujourd'hui un personnage aussi essentiel qui vient d'être élu à l'Académie des Lettres. Et vous savez très bien qu'il y avait une dispute, pratiquement une concurrence entre Daniel Munduruku et Ailton Krenak. Bon, il faudrait les deux, c'est sûr. C'est sûr, il le mérite. Donc, savoir voler, savoir échanger, enfin, ah non, j'ai dû me tromper de page peut-être, attendez. Non, je suis partie trop loin. Ici, il y a Daniel Sombani a écrit, il écrit de temps en temps, il écrit des poèmes, souvent ils ne sont pas publiés, mais en tout cas, ici, ce poème nous parle de la difficile trajectoire en ville de cet exilé, hein, qui se trouve à Rio et qui subit donc l'éloignement et le vide, en fait. Je lance des graines sur le sol cimenté en espérant que l'une d'elles, comme moi, germe sur le sol aride, la résistance dans la persistance. Donc, hein, c'est tout un programme, toute une philosophie. Et à côté, vous avez une des installations qu'il a faites sur le monument au Bandeirantes, donc hein, Brasil, terre indigène. Donc, hein, cette perspective part d'un désespoir, mais elle ne s'enferme pas dans ce désespoir. Comme vous pouvez le noter, il y est question de persistance, de résistance et donc d'utopie. Voilà. Je voudrais maintenant vous parler d'une autre artiste qui, elle, est d'une autre nous apporte une autre perspective puisqu'elle se présente elle-même, elle est brésilienne certes, elle vit entre la France et le Brésil, elle est blanche, elle n'est pas d'origine, donc elle est non autochtone et elle est originaire de São Paulo, donc elle représente cette classe entre guillemets dominante, hein, qui a imposé sa culture jusqu'ici. Voilà, Livia Melzi, qui est photographe, qui vit à Paris, donc a été lauréate en 2021 du prix du 65e Salon de Montrouge, ce qui lui a valu la possibilité d'exposer au Palais de Tokyo. Donc, son travail est un travail donc, de photographe. On voit sa formation, master en photographie. Maintenant, elle fait une thèse aussi liée à l'art et à la littérature. Donc, elle a travaillé sur les archives de Debré. Elle connaît donc ces images qui composent la brésiliane. Donc, il y a donc un croisement avec déjà avec Denilson Paniwa. Et elle connaît également, c'est ce que nous allons voir, et nous verrons un peu les circonstances, l'histoire de la collection Tupinamba, hein, qui va s'imposer à elle. Elle adopte une posture différente de Denilson Paniwa, qui lui est directement victime. Elle regarde, elle observe, elle a une posture plus distante, plus éloignée. Donc, elle a proposé une exposition qui entre alors vraiment qui ne pouvait pas mieux tomber pour notre journée, puisqu'elle s'appelle Tupi or not Tupi. Hein, donc, l'allusion est absolument évidente. Et elle a exposé, depuis cette exposition, elle a exposé dans de multiples endroits, en France, mais aussi au Brésil, grâce à Célia Tupinamba, à Bruxelles, à Berlin, à Lisbonne, etc.
les multiplicateurs, enfin, son œuvre se multiplie et avec elle aussi l'image des Tupinamba fait son chemin. Donc, elle le dit elle-même, elle cherche à interroger par le moyen de la photographie les mécanismes à l'œuvre dans la production, conservation et circulation des images. Oui, mais ce serait ne pas compter sur aussi le message qu'il y a derrière, hein, qui est un message qui se veut neutre, mais qui devient très rapidement, qui se colore aussi de résistance. Ici, une partie de sa trajectoire. Donc, nous la voyons au musée du Quai Branly, où elle va voir pour la première fois donc le manteau Tupinamba. Et elle va donc, à partir de ce manteau, faire un projet pour essayer de photographier tous les manteaux Tupinamba. Il y en a 11, elle va en photographier 8. Elle n'a, alors, d'abord, il y a toute une recherche, hein, une recherche documentaire, une recherche photographique, la réalisation elle-même de photographies, un travail sur place dans les réserves des musées et un travail qui révèle aussi la nature du musée elle-même, et c'est ça aussi l'intérêt de sa recherche. Voilà. Donc, elle va en exposer quelques éléments. Là, c'est une vue de loin aussi que je vous ai mise, mais qui représente les différentes photographies qu'elle a faites et qu'elle a exposées ici, donc au Luxembourg, des manteaux qu'elle a vus et qu'elle a pu elle-même photographier. Donc, ce qui intéresse chez elle, c'est le parcours de ces objets. C'est un parcours muséologique, hein, historique, la valeur donc documentaire de leur conservation, puisqu'elle est photographe, elle va donc documenter l'évolution des techniques photographiques. Et elle pose aussi un questionnement sur la relation au musée aussi. Hein, voilà. Elle effectue un travail d'archives. Je vous ai mis quelques éléments qui représentent ce travail. Par exemple, donc au musée de Rixheim, de la tapisserie papier, hein, de Rixheim. Ici, dessous, une vidéo qu'elle avait faite également avec des objets trouvés dans des collections. Hein, donc, et puis ici, donc, le manteau à Bruxelles, ce manteau faussement attribué à Montezuma, hein, et dont la notice encore porte les traces de cette erreur aujourd'hui. Et donc les manteaux. Alors pourquoi s'est-elle intéressée de but en blanc comme ça aux manteaux? Eh bien, elle s'est intéressée parce qu'elle a été contactée par Glyceria Tupinamba, une jeune femme de l'ethnie Tupinamba de la Serra do Padeiro, dans le sud de Bahia, qui donc a visité le musée du Quai Branly lors d'un voyage à Paris et qui a découvert le manteau Tupinamba, un manteau dont elle avait entendu parler, puisque en 2000, lors des célébrations, entre guillemets, des découvertes, une personne de sa communauté, Don Anivalde, avait vu le manteau et avait fait une demande de restitution à la suite de cette visite et d'exposition des célébrations à São Paulo, une demande qui avait été déboutée. Mais à partir de là, lorsque Glyceria Tupinamba vient à Paris, qu'on lui présente le manteau de manière tout à fait fortuite. Donc, retournée chez elle, elle va penser à refaire un manteau après avoir examiné le point qui sert à faire la trame, dont la trace s'est perdue, dont personne ne pourrait la refaire. Il faut donc reconstituer une technique et retrouver un objet. Et elle va donc faire ce cheminement seule, hein, grâce au fait qu'elle va aussi qu'il va y avoir le Covid et que grâce au Covid, eh bien, elle fera ce travail dans sa communauté. On voit les portraits de manteaux que l'on connaît et l'acte photographique ou artistique de Livia Melzi, qui a donc le tableau original ici, et puis les 3 tableaux qu'elle a faits. Ceux du bas qui mettent en évidence le tableau, donc porté par Marie Stuart et Sophie de Palatina, et celui du haut qui montre l'effacement, hein, du visage de la princesse aussi, puisque ce qui importe, c'est l'objet ici. Hein. C'est l'objet qui n'est pas un objet pour Glyceria. Et à droite, oui, pour vous. Donc, à droite, Glyceria Tupinamba, qui s'est elle-même photographiée à la demande, enfin, sur sa proposition et grâce à la liberté que lui a accordée donc Livia Melzi de
prendre cet instantané à partir d'une chambre. Voilà. Et donc, cet autoportrait, c'est pour pour le coup, on est dans un acte qui n'est plus simplement de l'observation, qui n'est plus simplement de la documentation, qui est aussi un acte politique, un acte de résistance. C'est-à-dire que la photographe choisit de donner la parole aux acteurs eux-mêmes. Et en retour, donc, Glyceria Tupinamba va aussi prendre la parole en déclenchant elle-même l'appareil au moment où elle a choisi de le faire. On peut noter aussi que cette photographie, elle en dit beaucoup aussi sur le territoire, puisque les autres photographies nous présentent des portraits qui sont simplement axés sur le visage de la personne. C'est la personne qui importe dans les autres. Ici, c'est tout un territoire qui accompagne Glyceria Tupinamba et qui se trouve représenté ici. L'exposition au Tupi or no Tupi est une espèce de mise en scène qui nous rappelle le théâtre cannibale des protestants, puisqu'elle reprend et elle fait fixer sur des tapisseries les images donc de cannibalisme qui sont les images de la brésilienne, donc les images historiques. Elle les fait fixer sur des grandes tentures qui, pour nous, Français, sont aussi un dialogue avec le oui, oulala, avec notre culture, et qui représente ce théâtre des cruautés. Donc, il y a tout un dialogue avec l'histoire et toute une représentation de l'autre. Et alors, bon là, j'avais mis une des tentures qui sont. Et là, c'est peut-être l'aspect le plus intéressant parce que nous en arrivons au plat de résistance. Voilà, nous avons eu les mises en bouche, pétichkus, et maintenant nous sommes au plat de résistance. Oui, ce plat de résistance, Livia Melzi le met en scène carrément, et là, oui, on a un dialogue critique, parodique avec les institutions muséales, puisqu'elle ne se contente pas de prendre pour référence la culture française dans ce qu'elle a de plus riche, de plus raffiné, qui est le savoir-faire français à travers les tentures, mais aussi à travers l'art culinaire, la présentation aussi de l'argenterie comme quelque chose d'extrêmement précieux. Mais elle va servir en plat de résistance les membres moulés du directeur du palais de Tokyo. Et tout cela se passe dans le salon d'apparat de l'ambassade du Brésil. Donc, nous avons une multiplication, exactement comme les couches que nous avons vues successives que dévoile Denis Baniwa. Ici, eh bien, Livia Melzi construit des couches pour arriver à nous délivrer un message évidemment satirique, irrévérencieux et critique sur le marché de l'art. Donc, ce sont ces regards croisés qui nourrissent notre imaginaire. Et voilà ce qu'il reste du passé. C'est ici une représentation sur un chariot très prosaïque, d'un buste moulé à partir d'un buste original du prince de Nassau qui a ramené les manteaux et d'autres pièces donc, pour son cabinet de curiosité en Hollande, après son occupation de Recife, donc de la partie du nord-est. Donc, et ce sont donc des traces qui sont menacées d'effacement, donc effacement qu'elle traduit à travers des grandes impressions du buste lui-même, mais très effacées sur l'impression. Et ça nous en dit long aussi sur ce que peuvent vivre ces objets qui sont conservés dans les musées, dont la mission principale est de les conserver. Ils ne les montrent pas forcément. Ils sont inaccessibles pour la plupart des peuples concernés, alors que ces objets sont les leurs. Mais en plus, s'ils les montrent, ces objets menacent de disparaître. Donc c'est le sort des objets, enfin
des artefacts de plumes. Hein. Ici, on voit une photo aussi éloignée de la structure d'un des manteaux qu'a créé Glyceria Tupinamba. Voilà, je voudrais conclure alors très rapidement, puisque donc les artistes dont je vous ai parlé sont en dialogue étroit avec l'histoire. Ils sont aussi en dialogue avec des symboles forts. Mario de Andrade servi comme un plat de résistance, hein, la tête coupée, évidemment, nous évoque à nous, ici sur le sol français, la Révolution française, mais pas que, il peut être aussi la réminiscence de Canudos, hein, où l'on voyait les jagunços, la tête coupée, présentée, ou bien de Minas Gerais, l'Inconfidencia. Donc, ce sont des actes de barbarie que nous perpétuons, mais qui nous interrogent sur l'histoire, qui nous parlent d'autres versions de l'histoire. Donc, les deux artistes tentent de dévoiler, donc, mais Livia Melzi, par exemple, tente d'ordonner les choses. C'est le titre de sa dernière exposition à l'espace Krachberg. Hein. Elle fait œuvre de mémoire photographique, mais elle a été choisie aussi. Hein, donc, en tant qu'artiste, elle a aussi assumé une mission qui est une mission de résistance. Voilà, je pense que ces projets qui sont dévorants, hein, et qui sont portés par les opprimés, sont des projets transformateurs qui ouvrent bon gré mal gré la porte des institutions, qui bouleversent les codes et la rétablissent. Et ils enrichissent, renouvellent et donc le concept anthropophagique en lui donnant une dimension utopique, comme le suggère Silviano Santiago. Merci. Merci beaucoup, Brigitte, pour cette présentation qui était aussi très riche. Donc là, vraiment, depuis le début de l'après-midi, on a été abreuvé de plein d'images vraiment plurielles qui justement suggèrent plein de nouvelles pistes de réflexion. Donc c'est pour ça que je vous propose d'ouvrir le débat et donc les questions sont ouvertes. Si vous avez des questions à poser à Umberto et puis à Brigitte. Berthe, tu viens me rejoindre, que je ne sois pas toute seule. Tout le monde va y passer. J'aurais juste un petit commentaire. Oui. Pour la sculpture des pots en céramique, oui. Avec la marque Guarana. Et tout ça, c'est impossible de ne pas penser au tropicalisme. Oui. Et à cette tentative d'écoller, justement, d'interpréter une intégration subjective à l'ordre occidental, capitalisme, du commerce, de cette nouvelle société, du spectacle, de la publicité, qui est quand même irréversible. Voilà, donc j'imagine que c'est ça. Ça garde un peu de ces défis un peu tropicalistes de accepter cette intégration comme un schéma sans retour, voilà, sur les cours de l'histoire, mais tout en conservant quand même un caractère autochtone qui ne peut pas disparaître. J'imagine que c'est ça un peu. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Je pense oui, parce que c'est une Allegri de Caïten où il dit un tome ou ma coque à toi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais adopter. Je pense que les cultures autochtones aujourd'hui et les peuples qui sont en étroit contact avec la culture non autochtone ne cherchent pas à s'enfermer dans un passé. Au contraire, c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur le futur. C'est un espace de transformation et de réflexion pour à la fois garder son identité, mais aussi accompagner la société environnante. Et les innovations techniques, et nous savons aujourd'hui que toutes les informations et leur résistance passent aussi par l'utilisation très performante des médias. C'est impressionnant. Une façon de sortir des clichés indigènes, sortis du temps. Tout à fait. Il y a les images de montage de Géliana aussi, avec lesquelles il y a des téléphones, des formes d'armes, c'est plus l'arc, c'est autre chose. Oui. C'est aussi une façon de
j'ai trouvé que les présentations qu'on peut avoir de ces communautés, elles ont, enfin, comment dire, ça bouge, quoi. Et Oui. ça bouge avec les technologies. Tout à fait. Il y a aussi des il y a aussi peut-être volonté des résistances, l'idée que c'est peut-être possible de renverser les choses. On n'est pas face à un échec. Non, je ne pense pas qu'il. Enfin, je pense qu'il y a un réel espoir vers une ouverture et vers une médiation. En fait, ce que dit par exemple Glyceria Tupinamba, elle parle toujours de médiation, d'ambassade de l'objet. L'objet, qui est considéré comme une entité, devient un médiateur entre les deux mondes et permet justement de négocier sa présence dans le monde moderne. Denilson dit très clairement aussi que ce n'est pas parce qu'il l'a représenté en image aussi, hein, ce n'est pas parce qu'un Indien a un indigène a un téléphone portable qu'il ne l'est plus, qu'il a perdu son identité. Absolument pas. Non. Merci à tous les deux, c'est absolument passionnant. Vous dites, juste c'est allé un peu vite. En Oui. vrai, où tu as montré des images d'une œuvre de Denilson Baniou qui était itinérante, pas itinérante, avec des stickers. Oui, donc Voilà. c'est sur le Pagéon, ça. Oui. Hein, voilà. Donc en fait, c'est un travail qu'il avait commencé avec Jaider Resbel. Ils ont beaucoup fait ça, placarder, et c'est quelque chose que font d'autres artistes aussi, placarder partout des stickers pour multiplier la présence. C'est ça. Hein. Ouais. Ouais. Ils ont fait d'ailleurs sur cette exposition de Caruaru, elle a été gigantesque aussi en 2019. Les manteaux, aucun n'a été restitué. Alors justement, je ne vous ai pas parlé de ça parce que je n'avais pas le temps d'aborder le sujet. Mais c'est d'actualité, c'est-à-dire que le musée de Copenhague, en fin juin, je crois, de cette année, a déclaré officiellement qu'il ferait une restitution du manteau de Copenhague. Il y en a plusieurs, il y en a 3 à Copenhague, mais il y en aura un qui sera restitué, le plus beau. Et il sera donc en concertation avec la communauté Tupinamba. Il ne sera pas accueilli par la communauté elle-même, Tupinamba, dans sa communauté, mais il sera accueilli au musée national de Rio, un musée qui a brûlé. Et ça, c'est une décision communautaire, collective, puisqu'ils sont partie prenante dans la reconstruction de ce musée, comme la plupart des peuples qui ont vu tous leurs objets. Extrêmement fragiles. Oui, quand je... Glyceria, elle disait que c'était à l'époque, elle disait qu'elle ne pouvait pas les récupérer, qu'elle ne souhaitait pas les récupérer. Et son idée, tu sais ça avec moi, mais c'était d'en faire d'autres. C'est ça. Là, elle en a fait 3 en fait. Ouais. Il y en a un qui a fait partie de l'exposition itinérante faite par João Pacheco, les primeiros brasileiros, et qui justement n'a pas brûlé, puisque c'est la seule chose qui n'est pas brûlée du musée. Ensuite, pendant le Covid, elle en a fait un deuxième qui est la destinée à son frère, qui est le cacique Babao, qui est très, très important. Et elle en fait un 3e aussi. Voilà. Et ce sont des symboles forts de résistance, de mémoire et de résistance. Mais tu ne crois pas que tu ne crois pas que Baliwa, il dirait à Livia, Non, je ne pense pas que Livia, elle a un discours quand même. Oui, elle a un discours, elle présente son exposition. Rappelle-toi quand nous avons visité l'exposition ensemble, la première des choses qu'elle dit, c'est je suis une femme blanche de São Paulo. Alors oui, c'est compliqué, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je ne veux pas voler le temps de parole à mon ami et collègue. Oui, effectivement, j'avais invité une jeune femme qui venait faire un post-doctorat et qui était aussi d'une autre ethnie. Et elle a eu une réaction extrêmement violente devant le théâtre de cannibale, donc les images représentées, en disant « Mais ça, c'est discriminant pour nous, c'est toujours la même image qui ressort. Nous ne voulons pas être associés à cette image. » Et c'était ne pas comprendre aussi
Enfin, il y a une part d'incommunicabilité, puisque Livia Melzi dénonce quelque chose. Mais il faut suivre le discours, il faut accepter ce discours. Il ne faut pas prendre les images au premier degré. Et je pense qu'avec le film qui était à côté, puisque je ne vous ai montré qu'un scan de la table, mais vous avez la mise en scène avec la table, etc. Ensuite, les convives, ça se termine avec les convives. Donc, ces plats qui sont servis avec les membres bien blancs, donc tout est soigneusement calculé. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. C'est du travail extrêmement léché. Et c'est là où on voit quand même la dimension ironique et parodique. Donc, je trouve que parfois, il peut y avoir une tension qui rend difficile la compréhension ou la mise à distance. C'est ça, hein, en fait. C'est-à-dire que les images de degré, clairement, pour elle, ça faisait écran. Voilà. Insupportable. Elle ne l'a pas supporté. C'est pas des images que je vais les montrer, c'est. Je pense que pour elle, c'était vraiment. Elle a pris des photos, elle les a envoyées assez. Immédiatement, dans la seconde qui suivait, tout le Brésil. Entériner le sens de ces images. Ouais. C'est-à-dire que c'est un peu ce discours sur l'appropriation. On peut C'est inévitable, quelque part. C'est la parole contre celui qui a subi l'agression. Et quand on a subi une agression, même si elle a eu il y a très 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 longtemps dans l'histoire d'un peuple, il y a de l'inacceptable. L'agression est inacceptable pour toujours. Oui, c'est un peu Charlie Hebdo aussi, hein, ce qui est arrivé. Donc, peut-on faire de l'humour avec tout? C'est ça aussi. C'est la question que ça pose aussi, quoi. Et je pense que c'est de cet ordre-là, c'était de cet ordre-là. On ne peut pas se permettre de. C'était une réaction, peut-être que c'était une réaction immédiate, comment dire, un peu viscérale, oui. Très épidermique. Épidermique, oui. Peut-être que c'est pas une réaction qui s'est maintenue, je ne sais pas, mais en tout cas, le temps pendant, après, c'était. C'était très virulent. Ça passait pas. Non, très virulent. Moi, je vais faire juste un commentaire, c'est pas une question, mais je peux plus parler de ça. Mais j'ai beaucoup apprécié ce parallèle que tu fais, cette articulation. Parce que je n'avais pas vu du tout Madame Safon sous cet angle-là. Et je pense que c'est vraiment très intéressant, cette lecture que tu fais, parce que cette réflexion, oui, c'est très pertinent. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très. Mais c'est un test, hein, donc c'était essayer. Mais si on regarde, par exemple, je pensais à Bacurau, par exemple, et voilà, je me suis dit pourquoi pas Bacurau. Je pense que prendre un film, c'est mieux parce qu'on va raconter toute l'histoire, on prend pas juste une séquence, mais à Bacurau, il y a une séquence, je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment où il a Sônia Braga, c'est pas rien, qui offre cette table avec cette repas très très brésilien. Il y a la musique américaine derrière, lui c'est un allemand, donc on est vraiment complètement dans ma lecture. Après c'est une lecture, hein. Si on pose la question à Kleber, il va dire je sais pas. Il a cette habitude, je ne sais pas, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais certainement il y a cette idée qui on peut voir aussi Chica da Silva. Donc c'était ce qu'il voit, cette image, Chica da Silva offre ses repas, elle-même en est un repas. Et je pense qu'il y a quelque chose qui revient souvent, c'est la sexualité. Donc c'est présent tout le temps, dans tout ce que tu as montré, partout, c'est cette sexualité débordante qui entre guillemets, caractérise d'une certaine manière l'image brésilienne du Brésil. Et pourquoi pas, hein, mais après, voilà, c'est lié à l'histoire, la relation des Indiens avec la sexualité et avec les Africains par la suite. Hein. Mais tu sais, par exemple, si le film, c'est un peu un classique, il a subi les mêmes reproches que le livre maintenant. De quoi? Le Madame Satin? Non, Macunaíma. Ah, maintenant, tu te dis, à l'époque. Parce que maintenant, il y a une critique. Enfin, tu vois, c'est la critique de la tête coupée, quoi. Tu nous as pris notre ancêtre. Ouais, mais là, si tu veux, je pense qu'à ma connaissance, il n'a pas une critique vis-à-vis de ses films. Pardon, c'est mon téléphone. Merci. Donc, je pense pas qu'à ma connaissance, il n'a pas de critique par rapport à ses films parce qu'il est devenu un classique. C'est un classique. Oui. Le livre aussi, mais. Voilà, mais je pense qu'il y a une question, ces films, ils parlent tellement des années 60,
il est ancré dans son époque. C'est comme on peut penser aussi à Madame Satin. Madame Satin, c'est 2002, c'est un moment du cinéma que ce n'est pas les moments d'aujourd'hui. Hein. On est dans un autre cas de figure. Et cette époque-là, si tu veux, on est dans un débat d'identité nationale, qui, à mon sens, au moins dans les cinémas, je ne m'arrive pas dans la littérature, je vous laisse parler, mais au cinéma, on n'est plus dans ce débat-là. Ce n'est pas la question identitaire, un cinéma national, ce n'est pas ça. Donc, voilà, donc il faut placer Macunaíma, les regards que les gens ont par rapport à Macunaíma à son époque. Et jusqu'à présent, je n'ai pas lu ou entendu des critiques par rapport à Macunaíma, notamment parce qu'il a été censuré. C'est un objet historique, hein, Macunaíma. Je pense que c'est très compliqué de faire une critique justement identitaire à la 21e siècle de Macunaíma, parce qu'on ne peut pas oublier que c'est le héros sans aucun caractère. Oui. Alors, il faut comprendre aussi le processus de formation de ces héros qui est aussi son propre anti-héros. Il est l'enfant de l'indigène, il est l'enfant de l'autochtone, mais il est noir. Et à partir du il devient blanc. Mais il devient blanc, mais attention, c'est ça qui est le plus intéressant. Il va devenir blanc après son baptême sur la, comment on va dire en français, pégade, sur les marches. Oui, ces empreintes. Sur les empreintes, justement, des premiers catéchistes indigènes eux-mêmes. Parce que les jésuites, ils n'étaient pas aussi nombreux pour catéchiser tous les autochtones qui existaient à l'époque. Donc, et là, il va devenir blanc aux yeux bleus. Mais c'est aussi, dans le roman, c'est aussi ça. Oui. Et en fait, c'est vrai que le roman, je ne sais pas, hein, c'est vraiment une question que je pose parce que j'ai l'impression que le roman, quand même, là, il a fait ça. Il a la tête, hein, avec le poème derrière. Et le film, c'est ça que je voulais savoir, c'est est-ce que le film a été en but à une critique qui serait l'appropriation d'une appropriation, c'est-à-dire une mise en image d'un roman qui est déjà, lui, un peu, comme ils disent, on nous a appliqué notre ancêtre. Enfin, ils le disent mieux que ça, mais c'est un peu le propos, pour le dire. Mais il faut penser aussi que ces films, alors Joaquim P. de Andrade était très critique du tropicalisme. Donc, oui. Donc, il dit à la sortie de film, les tropicalismes, les gens dansent, font la fête et après ça explose. Ça s'en va, ça donne à rien, c'est un vide. Donc, dans ces films, il y a cette fête constante et c'est la fin de Macunaíma. Et c'est la différence par rapport au bouquin. C'est-à-dire, Macunaíma, il meurt dans les films. Donc, il est très pessimiste. Il a une critique par rapport à cette société de consommation où les tropicalistes y étaient. Hein. Les tropicalistes étaient à la télé. Je dirais que les tropicalistes, c'est la popularisation du modernisme. C'était la possibilité de populariser, donner une popularisation au modernisme. Mais lui, il est très critique. Hein. Macunaíma, je ne sais pas si vous vous rappelez dans les films, il rentre à la campagne avec la télé qui ne marche pas. Voilà, vraiment, c'est une critique à cette fête constante et qui, selon lui, n'est pas politisée. Et ça, alors, il faut placer encore une fois son époque. Hein, c'est la pensée des intellectuels des gauches par rapport au tropicalisme. Il y a une partie qui n'acceptait pas les tropicalistes, hein, Caïtan, etc. C'est dévoiement. Voilà. Et qui aussi, à mon sens, si on fait une lecture genrée, ça touchait chez les communistes, chez les progressistes, c'est la gauche, une gauche très patriarcale. Hein. Donc ça touchait quelque chose qu'ils n'ont pas accepté. Comme on a Caetano qui revient de Tanga sur la plage de Copacabana, qui a été très, très critiqué par la gauche. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué de sortir un film, un objet de son époque, notamment ces films-là. Pardon, ça va être peut-être un peu brouillon. Je ne connais pas bien l'œuvre que j'adore de Denilson Banil, mais je me dis que cette pièce, justement, où il y a Macunaíma et la tête de Marie Andrade, je me demande si c'est pas aussi, en même temps, oui, certes, allez, on le décapite, place aux autres, place à nous, est-ce que c'est pas aussi, moi
moi je le pense, un hommage à celui qui a lui-même coupé des têtes et dit, bon, allez, table rase, maintenant c'est à nous, quoi. Maintenant, on arrête les modèles parnassiens et on... Oui. J'ai peut-être caricaturé un peu, donc j'ai manqué de nuances, je pense. Je pense que l'attitude de Denis Mbagniou, elle est aussi, comme celle de la plupart des artistes du mouvement, elle est aussi très contradictoire. Il y a à la fois le désir de dénoncer une situation, mais aussi le désir de rendre hommage. Par exemple, quand j'étais à São Paulo, il y avait à la Pinacothèque un espace dans lequel il avait fait quelque chose, plutôt que de faire l'exposition de César, il avait proposé un espace où on pouvait venir, il faisait venir comme une école, où il faisait venir des enfants qui travaillaient. Pana, c'est ça? Je ne sais plus très bien, sauf qu'il y avait une chose qui m'avait frappée, c'est que dans le petit espace où on vend les catalogues et tout, il y avait des objets dérivés. Denison, Mbagniou. Ah oui. Et je me suis dit, c'est le début de la fin. Là. Mais alors, il fallait forcément qu'il ait donné son accord. Alors, après, j'ai posé des questions. Alors, il y avait ceux qui rigolaient comme ça, un peu. Puis, il y avait ceux qui disaient, mais cet argent, il le récupère. Oui, parce que en fait, il a commencé par des objets comme ça. Il y a des sacs. Moi, j'ai un sac qui a été un sac avec page et once. Page et once. Il a commencé comme ça à vivre comme ça aussi à Rio, en faisant donc avec des œuvres d'art, donc à reproduire, puisque il a fait des études de communication, il ne faut pas l'oublier. Oui, en fait, c'est toujours un peu bizarre, quoi, quand même. Mais c'est vrai que quand tu réfléchis, après, tu te dis, c'est peut-être une arme de Je pense que nous, on exige des positions très, très fermes et très nettes. Mais rappelons-nous de la semaine de 22 et du mouvement moderniste. On ne peut pas dire quand même qu'il n'y ait pas eu à la fois un hommage à l'Europe et un rejet de l'Europe. Donc, on n'est jamais... On crée un monde duel, mais ça n'est pas la réalité. La réalité, elle est complexe. Et je pense qu'il nous parle aussi de la complexité de la réalité. Il a une expo en 2018 qui fait j'avais écouté, qui réanthropophagia. Ça commence, il y a une première expo en 2018 de Mbagniou avec quelqu'un d'autre qui se passe à Rio, enfin en face là, à la fac. Oui, à l'île de l'île, c'est UFRJ, je sais pas. À l'île de Governador, voilà. Non, pas là? Quand tu prends le bateau de Rio pour Niterói, Paquetá. Non, là où il y a le beau musée. Niterói. Voilà. C'est Niterói. Il a fait la fac où il y a Niterói en 2018. L'expo est appelée Réanthropophagia avant le Covid. Il y a une perversion dans les capitalismes, en fait. Le capitalisme arrive toujours à récupérer d'une certaine façon. C'est possible. Non, mais peut-être qu'il anticipe la récupération. Je ne sais pas très bien. C'est vrai que c'est un peu facile de dire des objets dérivés, mais c'est quand même la marchandisation des images, quoi. Est-ce que le capitalisme n'est pas déjà mais c'est la mauvaise. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, c'est pour ça que le personnage, par exemple, de Jessica Becker, pour moi, elle est emblématique de cette ambiguïté entre quelque chose qui relèverait du sauvage ou de l'originel et le rapport à la société occidentale. Parce qu'elle est américaine. Moi, je me demandais, est-ce que là, on parle essentiellement du Brésil. Effectivement, il n'y a pas une espèce d'ouverture de la pensée indienne ou des autochtones, une espèce de lien avec les États-Unis, avec le reste de l'Amérique latine. On reste vraiment sur le... Parce que là, on a traité cette question-là. Mais c'est vrai qu'il y a des ramifications, mais le Brésil n'est peut-être pas moteur dans ce cas-là. Le Brésil arrive avec quelques années de retard par rapport, par exemple, au Québec, où les choses sont beaucoup plus
beaucoup plus affirmée depuis bien plus longtemps, où les écrivains se multiplient depuis longtemps, les éditions, les artistes, les manifestations artistiques. Là, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'il y a cette émergence au Brésil. C'est un bouillonnement au Brésil. Est-ce que le bouillonnement qu'on constate au Brésil est comparable à ce qui a pu apparaître au Québec à un moment? Alors, je ne peux pas parler de tout, mais en tout cas, ce que j'ai pu voir au niveau de la littérature, par exemple, ben, le cheminement est semblable parce que, par exemple, au Québec, avec Rita Godet, on avait donc fait certaines études là-dessus et on constatait, par exemple, la présence très forte des femmes. Hein, voilà, donc des poètes, des femmes, etc. Très curieusement, au Brésil, c'est pareil aujourd'hui. Donc les femmes assument un rôle vraiment de moteur. Et on trouve beaucoup de femmes auteurs, beaucoup de poètes, etc. Dans les années 60, il y a plus de femmes artistes venues au Brésil que en France ou en Europe. Ça, c'est un truc bizarre aussi. C'est étrange, oui. Bon, des femmes de milieux sociaux, c'est pas les mêmes que maintenant, mais quand même. Enfin, on ne connaît pas ça en France dans les années 60. Alors, intéressant. Pardon, désolée de vous couper, mais pour qu'on ne prenne pas trop de retard, je vous propose qu'on continue le débat autour d'un café, une conversation autour d'un café. Merci à vous. Merci Pauline.